tout n'est pas, je dirais, sucrerie et tout n'est pas bonbon. Le nougat, c'est une sucrerie, mais ce n'est pas vraiment un bonbon. Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux avec Guy de vous retrouver, n'est-ce pas, Guy? Bonsoir, Guy. Et oui, bonsoir Claude et bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà. Alors, Guy, je crois que avant de nous parler des actualités et du thème du jour, chers amis, vous allez comprendre quel est le thème du jour. Je pense que déjà vous voyez, vous comprenez quel est le thème du jour. Guy, tu vas nous parler de l'épisode où où tu as organisé un concours. Oui, alors ce concours, et nous sommes peut-être un petit peu déçus de ne pas avoir beaucoup de retours. Je Oui, rappelle un peu le thème du concours. J'ai photographié dans un musée qui est consacré entre autres, je dirais essentiellement à la pendulerie et à l'art de la table. C'est un superbe musée qui a 2 étoiles au guide Michelin et qui est en passe d'en obtenir une troisième. Donc ce serait vraiment un musée qui, d'après les étoiles Michelin, ce ne sont pas des étoiles de la gastronomie, mais ce sont les étoiles du guide vert oui. touristique de chez Michelin, Mm. vaudrait le détour. Ce musée est situé à Mons et dans toutes les vitrines où des objets merveilleux sont exposés, il y en avait un qui m'a interpellé parce que je l'avais déjà vu. Ce n'était pas véritablement hors de mon champ de connaissances. Alors je me suis un petit peu inquiété auprès je dirais, du conservateur et il m'a dit, ben voilà, oui, c'est telle chose. Moi, j'ai tout de suite vu évidemment à quoi ça servait, de par sa forme et de par son apparence. Et je me disais que nos auditeurs qui ont la photo de cet objet pourraient éventuellement proposer, je dirais, des solutions à la fois quant au nom de l'objet et surtout à son utilité. Oui, c'est Et surtout à alors, en son fonction des réponses que nous obtiendrions, il y avait un prix et ce prix, c'était la possibilité pour le lauréat ou la lauréate, évidemment, de participer, si cette personne-là le souhaite, bien entendu, à une de nos émissions. Alors, pas forcément une émission enregistrée et diffusée, ça pourrait très bien être une conversation à nous trois, où je répondrai aux interrogations. Ce sera un dialogue qui pourrait être très constructif, je pense, avec cette Absolument. personne qui aurait été suffisamment perspicace. Alors, ben voilà, relançons un peu le concours et essayons de voir qui pourrait éventuellement trouver une solution quant à l'utilisation de cet objet. C'est vrai que c'est une photo, donc on ne peut pas. Moi, je ne l'ai vu qu'en vitrine, et aussi je ne l'ai pas manipulé, donc on ne le voit pas sous toutes les coutures, si je peux dire. Oui, Mais oui, oui, oui. disons que il apparaît tel que je l'ai vu moi-même, hein, donc Oui, oui, il oui, n'est pas absolument. différent. Absolument. Alors essayons un petit peu. Et alors je signale quand même à nos auditeurs, Claude, que vous n'avez pas trouvé la réponse non plus, hein. Donc Absolument, et je n'ai voilà. toujours pas la réponse. Et il l'a toujours pas. Absolument. Donc, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez, ce concours est à l'épisode 70 de notre podcast Si on parlait cuisine. Donc, si vous allez sur www.sopac.be, rendez-vous sur l'épisode 70 et écoutez. Merci beaucoup. On espère que nous aurons quand même quelques réponses, hein. Ben oui, Alors, on a déjà eu une ou deux réponses, mais qui oui, étaient mauvaises, hein, qui tout étaient à fait. erronées. Oui, tout à fait. Alors, Guy, venons-en à nos actualités. Ben oui, Euh, nos je... actualités, évidemment, nous sommes en début d'année. Alors, il y avait plein d'actualités de toutes sortes, hein, parce que au début de l'année, toute une série de choses se font. Il y a entre autres des concours. Et alors, il y a également un concours dont je vais vous parler vraiment très très succinctement, qui est un concours qui s'adresse aux chefs de la partie nord du pays, donc aux chefs flamands, hein, Hein. qu'il faut bien le reconnaître, en Belgique sont peut-être les plus nombreux, tout simplement parce qu'il y a plus je dirais, d'habitants en Flandre qu'en Wallonie, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que il y a énormément de chefs talentueux en Flandre qui sont récompensés par des étoiles au guide Michelin et par le Goemio. Et alors, il y a un cas qui est vraiment malheureux, c'est qu'il y a un chef qui n'est pas belge, qui s'appelle Nick Brill,
pardon, qui, est le patron actuellement d'un restaurant qui est situé à Anvers, dont je reparlerai dans quelques instants. Mmh. Et alors, bon, il participait justement à une émission télévisée qui vient d'être enregistrée et qui était justement une émission où des chefs, très connus, lui entre autres, mais également un chef dont nous avions déjà parlé, qui tenait anciennement le Hof van Cleef et qui vient d'arrêter et qui Oui, avait 3 étoiles, oui, donc était jury. Il est rentré donc dans son établissement et comme nous étions quelques jours, un jour ou 2 après le nouvel an, il a fêté le nouvel an avec son équipe. Il a mmh, quitté l'établissement à 6 heures du matin, donc autant dire que c'était, une soirée qui s'est prolongée et qui était bien arrosée. ouais, Et malheureusement, en prenant son véhicule et en faisant les manœuvres pour quitter la place de parking, il a écrasé, son second de cuisine qui gisait par terre. Donc ce n'est pas lui qui l'a renversé. mmh, Comme il était hors de son champ de vision, il ne s'est pas rendu compte qu'il roulait dessus. Il lui est passé dessus 2 fois en faisant ses manœuvres et là, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Donc il est sorti de son véhicule et il a été effaré de découvrir qu'il venait d'écraser son chef de cuisine, qui était en fait à la fois chef second et stagiaire. Je mmh, m'explique, c'était enfin, il vit toujours, hein, c'est un monsieur qui était originaire d'Angleterre, qui était extrêmement prometteur et qui faisait justement un passage dans toute une série de restaurants extrêmement, je dirais, cotés, de manière à acquérir des compétences. ouais, Alors, les caméras ont disculpé, en tout cas, je dirais, le fait, de l'avoir écrasé, volontairement. Évidemment, ce n'était pas le cas. mmh, Il a téléphoné tout de suite aux services de secours qui sont arrivés et qui ont embarqué le malheureux. Il ouais, a déjà été opéré 2 fois certainement et je pense même une troisième fois. Il a des lésions extrêmement importantes sur tout le corps. Bon, le véhicule était un véhicule oui, assez imposant, hein. c'est C'était lourd, pas ouais, assez lourd, hein. ouais, Donc, il a eu, le foie qui était parfaitement trituré. Il a été opéré, on lui a enlevé la vésicule, on lui a enlevé le pancréas, on lui a enlevé la rate, je pense également. ouais, Il a des fractures multiples, bien sûr, dans tous les membres et à la cage thoracique. Sa mmh, famille s'est empressée, donc il a 2 enfants, je pense. Sa famille s'est empressée de venir d'Angleterre à son chevet et actuellement, aux dernières nouvelles, il était maintenu en coma artificiel pour éviter, les mmh, souffrances inutiles. mmh, Donc voilà ce malheureux qui est là dans d cet état pour en effet, un bête accident de fin tout de à fait, soirée. Et alors le problème pour le chef lui-même, c'est que maintenant en cas d'accident, qui implique des lésions aux personnes en Belgique, on soumet les protagonistes, en tout cas celui qui conduisait dans ce cas-ci, c'était le chef, à un alcotest et l'alcotest était positif évidemment puisque évidemment. bon, vous terminez une soirée à 6 heures du matin avec votre équipe, on boit rarement de l'eau et se contenter de boire les 2 verres réglementaires. Mmh, Donc, voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. On ne peut qu'espérer évidemment oui, que le malheureux s'en sorte, mais je pense qu'il y aura malgré tout des séquelles oui, il extrêmement va être très importantes. embêté, oui, Ah ouais, ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ouais, bon, donc le chef, pendant un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ne s'est pas présenté au restaurant parce qu'il avait vraiment besoin je mmh, dirais, de récupérer, mentalement, on peut le comprendre, bien bien entendu. sûr. Et et Voilà. et alors Guy, tu nous parles de ce restaurant Alors ce de Jane? restaurant est un restaurant, Parce que qui est assez extraordinaire. Je vais vous dire ouais, honnêtement, je n'y suis jamais allé, mais je vous ai envoyé, ouais, Claude, je vois, je des mettrai le photos, hein, lien d'ailleurs, les de liens, voilà, il y a plusieurs liens à la fois et très sur belles l'affaire assiettes, oui. et sur le restaurant lui-même. Il y a relativement peu d'articles en français, mais beaucoup sont en anglais ou en néerlandais. Oui, oui, Alors, pour dire les choses, au départ, l'établissement a été fondé par, Sergio Herman. Alors Sergio Herman, j'en ai peut-être déjà parlé. oui, C'est un chef, je suis certain que j'en ai déjà parlé. oui, C'est un chef, néerlandais, mmh, et non pas belge, mais qui travaille essentiellement, je dirais, avec un regard tourné vers la Belgique. Pourquoi? Parce qu'il est originaire de ce qu'on appelle la Flandre néo-zélandaise. C'est cette partie des Pays-Bas qui se trouve accolée à la Belgique et séparée du reste du pays par, l'estuaire de l'Escaut occidental. mmh, Alors jusqu'il y a quelques années, maintenant je crois qu'il y a un pont, mais pour aller, je dirais de cette partie-là des Pays-Bas dans la partie principale, il fallait prendre le bateau et traverser le bras de mer. ouais, Donc automatiquement, toute l'économie et toute la
je dirais, toute l'attention des Néerlandais de cet endroit-là était tournée vers la Flandre orientale et vers la Belgique. Et il paraîtrait, je l'ai lu en tout cas, que ce chef avait entre autres fait ses études d'hôtellerie à Gand, donc en Belgique même, hein. Hmm. Alors, il avait ouvert un établissement qui s'appelait le Oud-Sluis, dans la ville de Sluis que vous connaissez, puis nous y sommes rapidement passés Oui, lors de votre oui, séjour en Belgique. oui. Un restaurant qui avait eu 3 étoiles, hein. Il avait une première, puis une deuxième, puis une troisième. Mhm, mhm. Alors, Sergio Herman est un chef qui est vraiment je dirais presque un touche-à-tout, mais il ne tient pas en place. Après avoir mené, je dirais, à bien les affaires de son établissement, il a fait comme beaucoup d'autres jeunes chefs, il a fermé pour faire autre Hmm, chose et se consacrer hmm. à d'autres choses. Alors, donc, obtenir 3 étoiles, c'est bien. Il avait aussi obtenu 20 sur 20 avec Marc Vera au guide Goemio. Goemio, ce qui est Oui, ouais, exceptionnel, hein, parce que ouais, il absolument. n'était que deux au monde à avoir obtenu je Ouais. dirais, ce palmarès, cette cotation. Donc, il a fermé donc son établissement, le Haute-Sluis. Il a ouvert un autre établissement de l'autre côté de l'Escaut, à Cadzan. Il en a ouvert encore un autre et les deux établissements ont fermé. Il a ouvert ce qu'on appelle l'atelier frites, c'est-à-dire qu'il a mis au point une recette de frites qu'on va qualifier de gastronomique. On va dire que c'est un peu comme si c'était un McDonald's, mais de luxe. Hmm. Donc, il a ouvert des établissements portant ce nom, l'atelier frites 1 à Bruxelles, où nous sommes allés. Où Nous nous avions sommes d'ailleurs allés, absolument. particulièrement bien mangé. Oui. On n'a pas pris le hamburger, on avait pris la portion de frites avec des garnitures qu'il change régulièrement en fonction des saisons. Alors, il n'hésite pas à mêler avec à ses frites soit des produits de la cuisine belge, soit des produits de la cuisine italienne, soit des produits de la cuisine indienne, soit des produits de la cuisine japonaise. Enfin, Hmm, il ne recule devant rien. Il utilise une variété de pommes de terre extraordinaires qui ont une chair jaune, qui donnent des frites d'une croustillance remarquable. hmm. Je dois reconnaître que ce sont les meilleures frites que j'ai jamais mangées de ma vie, hein. Oui, Donc oui. c'est vraiment extraordinaire. Donc ça existe toujours. Et alors maintenant, il vient d'ouvrir, après avoir ouvert le Jane dont je reparlerai, il vient d'ouvrir une série d'établissements basés sur la cuisine italienne. Mhm. Alors, un établissement a été ouvert à Anvers, un autre à Tokyo et un autre à Singapour. Donc, vous voyez que je dirais qu'il a de la suite dans les idées. Alors, je vais vous Absolument. parler un petit peu de ce fameux établissement de Jane. Alors, le Jane, c'est un établissement qui a été élu le plus beau restaurant du monde en 2015. Alors, pourquoi et dans quoi est-il situé? Il est situé dans la chapelle de l'ancien hôpital militaire d'Anvers. Hmm. Alors, je vous ai envoyé des photos. Oui. C'est donc un bâtiment qu'on va qualifier d'éclectique, c'est-à-dire où il y a un petit peu toutes sortes de styles qui se rencontrent. Hmm. C'est un bâtiment qui est un bâtiment de la fin du 19e siècle, qui est fait à la fois de briques et de pierre. Je dirais qu'il y a une dominance dans les styles du genre de principe néo-renaissance et néo-baroque. C'est une très très grande chapelle. Ils ont fait appel à des décorateurs, je dirais, talentueux. Enfin, il faut aimer, Il évidemment, a un très beau où, lustre, hein, je où on vois. associe, voilà, on associe le moderne et le bâtiment ancien. Il Oui. y a un lustre qui fait, paraît-il, la renommée de l'établissement, dont on Ah voit les oui. photos dans tous les Oui, catalogues. oui. Et la cuisine elle-même est installée où se trouvait le cœur de l'église, le cœur de Oui, la chapelle, oui, hein. Et oui. puis vous avez la salle. Alors, toute une série de critiques Évidemment. comment dirais-je, se sont manifestés. Il y en a Oui. entre autres une que je vous ai envoyée. Hmm. C'est un chroniqueur gastronomique qui est allé manger avec sa femme et qui est un peu déçu de la froideur de l'accueil. Alors, pardon. Oui. Alors, la froideur de l'accueil, bon, peut-être pourrait-on imputer la chose au fait que l'établissement étant extrêmement couru, à cette époque, il fallait 3 mois pour obtenir une table. Oui. Alors, en plus qu'il fallait 3 mois pour obtenir une table, il fallait aussi ouvrir bien largement sa bourse, puisqu'il fallait pour deux personnes au minimum 500 euros, 500, 600 euros. On n'a pas de carte, il n'y a pas de choix de menu, hein, donc c'est Hmm. un Hmm. menu, enfin, il n'y a pas de choix, c'est le menu et ce n'est pas autre Hmm. chose. Hmm. Hmm. Et alors c'est ce que l'article disait, lorsqu'on souhaite ne pas manger de viande, par exemple, alors qu'il y a de la viande dans le menu, bon, ben, il y a un supplément, enfin bon, voilà. Oui. Donc, le critique avait été très critique, c'est le cas de le dire.
Mmh. Et alors, donc, Sergio Herman, à un moment donné, qui était embarqué dans cette aventure avec Nick Brill, qui était un autre, je dirais, chef néerlandais, qui était son second de cuisine, s'est progressivement retiré et c'est Nick Brill qui a repris entièrement l'établissement, je dirais, Mmh. à son compte en tant que patron. Il avait été, si je peux dire, lancé et puis je dirais il a repris l'établissement, je dirais, à 100%. D'accord. Alors OK. ici, je suis allé voir un petit peu les autres établissements que Sergio Herman a fondés, entre autres à Tokyo, à Anvers et à Singapour. Et je suis allé un petit peu voir la carte du menu de Tokyo. Alors bon, le menu est en anglais, je ne vais pas vous le lire, mais enfin, il associe, pour vous dire, c'est un restaurant qui se veut italien en fait, hein. Alors Ah, il associe finalement, je dirais, des produits japonais, c'est de cuisine fusion, hein, des produits d'accord. japonais et des produits ou des recettes italiennes, hein. Ouais. Alors par exemple, donc au niveau du menu, il y a en antipasti, donc on va dire en mise en bouche, hein, comme les Italiens le font, Mmh. il y a une soupe de poisson, je dirais, inspirée d'une soupe de poisson bon, j'arriverai à lire, de Tokyo, voilà. Voilà, C'est plus c'est aussi facile, simple. Oui, hein. oui, C'est aussi simple, c'est plus facile à dire. Donc une absolument. soupe de poisson inspirée de Tokyo, avec du riz, de la bonite, qui est donc du thon, hein, et du safran. Alors au menu, bon, il y a du crabe poilu, qui est un crabe qu'on trouve comme ça, donc dans l'océan Pacifique, avec entre autres des pistaches, du radis noir, et puis après il y a des crevettes crues avec de la crème, avec du caviar impérial. Et puis après, il y a un poisson bleu, non, des moules bleues japonaises avec une sauce au vin jaune. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Oui, de nouveau, on peut avoir du caviar, ça coûte plus cher. Il y a des orchiettés zélandaises ou bien, je regarde un poisson, oh non, un gibier fumé avec du pâtisson, du coing et du poivre noir. Et puis après, il y a des fraises au yuzu avec de la graine de tonka et des baies roses. Donc vous voyez que c'est une cuisine qui est tout à fait, je dirais, une alliance entre la cuisine japonaise Oui, c'est très éclectique. et la cuisine, disons, italienne. Mmh. Voilà. Mmh. Alors je vais essayer de vous trouver le menu d'Anvers parce que c'est un peu plus intéressant peut-être. C'est un peu plus intéressant de pouvoir parler de ce menu-là. Pour vous donner un petit peu une idée maintenant de ce que l'on peut manger dans ce restaurant de Pristine qui se trouve à Anvers. Alors, il y a un lunch qui est à 75 € par personne, Mmh. que l'on ne peut manger que le jeudi et le vendredi apparemment. Ouais. Alors, le lunch, évidemment, on ne dit pas ce que c'est. Par contre, bon, quand on dit on ne dit pas ce que c'est, si je vois qu'il y a trois plats, mais je ne sais pas si c'est pour tous les jours ou bien Oui. si c'est uniquement certains jours donnés, mais on va plutôt parler du menu pour l'hiver 2024. Alors, il y a d'abord des antipasti, qui sont des boules de Zélande avec une sauce à la moutarde Savora. Ensuite, vous avez une huître irlandaise pochée avec de la poire, du yuzu et une mousseline à la truffe. Donc, je me demande ce que ça peut donner, cette association. Je dirais un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, hein. Oui, oui. Ensuite, il y a un carpaccio de gambero rosso. Alors, avec de l'orange sanguine, des pistaches, des radis et du caviar. Ensuite, des coquilles, apparemment des coquilles Saint-Jacques grillées, avec du céleri rave, de la truffe et de la noisette. Ensuite, des agnolotti, avec apparemment du foie gras, et alors des champignons, des trompettes de la mort, Mmh. hein. Mmh. Et Oui. puis après, il y a de la dorade, avec du romanesco blanc, du poireau, des pommes croquantes et de l'aïoli. Mmh. Et après, il y a un dessert au chocolat avec la châtaigne et de l'orange. Alors on donne comme indication, donc 4 plats 135 €, 5 plats 150 €. Donc il faut choisir dans les plats du menu, Mmh. je dirais ce qu'on souhaite et puis évidemment on doit payer en fonction Évidemment, de bien ce qu'on a sûr, pris. Et ça, bien c'est une sûr. formule qu'on retrouve dans de plus en plus de restaurants maintenant, surtout dans des restaurants, je dirais d'un certain standing, c'est l'absence de carte.
il y Ouais. a un menu avec toute une série de plats, et selon les plats que vous allez piocher dans les plats proposés, vous avez un prix qui évolue. Et à ce moment-là, il y a de moins en moins de pertes parce que on n'a plus de surprise au niveau des marchandises. Mmh. On ne doit plus acheter des choses qui ne sont pas au menu. On Bien ne doit plus sûr. avoir de carte et Oui. on limite évidemment les pertes et les Ah oui, invendus, bien entendu. on achète plus justement. On achète plus justement et ça, je pense que ce n'est pas une mauvaise formule par les Absolument. temps qui courent parce qu'au final, il faut bien reconnaître que c'est quand même le client qui va s'y retrouver puisque s'il y a moins de pertes en cuisine, les prix vont être calculés au plus juste au niveau du prix de vente. Voilà. Absolument, et on mange des produits de saison. Et, de saison et on mange aussi des produits qui ont une rotation rapide Oui, parce que vous n'avez plus de produits qui restent, je dirais, dans vos chambres froides, qu'on ne sert qu'une fois tous les 3 jours, oui. hein, et bon, qu'on ne sait pas trop comment les utiliser. Mmh, mmh, Donc ce mmh. n'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord. OK. Donc voilà un petit peu pour les actualités, qui nous ont amené de ce fameux accident, de ce funeste accident, à parler d'un restaurant situé Funeste, oui. à Tokyo et à Anvers. Oui. Alors, venons-en aux bonbons. Nous allons en venir aux bonbons. Alors comment le sujet m'est arrivé, à la tête? Au départ, on devait enregistrer plus tôt et puis, pour des raisons qu'on va qualifier d'indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu. Je me suis dit que comme on était près des fêtes de fin d'année et surtout en Belgique, on était, pas loin de la fête de Saint-Nicolas dont j'ai déjà parlé Mmh, abondamment. mmh. Quelles sont les choses que l'on donnait, que l'on donne encore, mais que l'on donnait, je dirais, essentiellement au niveau friandises aux enfants, puisque la fête de Saint-Nicolas était quand même considérée, et je crois que c'est encore d'ailleurs toujours le cas, comme plus importante pour les enfants que la fête de Noël elle-même. Oui, oui, On recevait j'avoue. les cadeaux, je dirais, de fin d'année à la Saint-Nicolas, et quand on arrivait à la Noël, bon, ben, on recevait un petit truc, mais généralement, honnêtement, quand j'étais enfant, on avait les cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël, on n'avait rien. Mmh. On avait le repas, oui, on avait le repas, mais on ne recevait pas de cadeaux supplémentaires. Ce Oui, n'était qu'au Nouvel An, quand on allait chez les grands-parents, par exemple, qu'on recevait éventuellement quelque chose ou de l'argent. Mais au oui. niveau cadeaux, je dirais plutôt que les cadeaux des parents étaient donnés à la Saint-Nicolas et que les cadeaux éventuels des oncles, des tantes, des grands-parents étaient eux donnés au moment des fêtes de fin d'année. Mmh Soit Noël, soit Nouvel An si on allait chez eux. mh. Voilà, il y avait deux formes de cadeaux un peu différents. Mmh mh. Alors, Mmh. quand on parle sucrerie, évidemment, il est bon de s'interroger, de savoir, mais qu'est-ce qu'on entend par sucrerie? Parce que les sucreries, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bonbons. Ben oui, ce sont des bonbons. Mais tout n'est pas, je dirais, sucrerie et tout n'est pas bonbon. On va prendre un exemple. Le nougat, c'est une sucrerie, mais ce n'est pas vraiment un bonbon. On est bien d'accord. Oui, oui, ça n'a pas la forme Un de bonbon, c'est bonbon, encore un petit peu différent. oui, Ce qu'on appelle en Belgique des pralines, des chocolats fourrés en France. oui, Ben, c'est du chocolat, c'est une sucrerie, mais ce n'est pas un bonbon dans le sens vrai du absolument. terme, Oui, oui, absolument, et les hein. pralines chez nous, c'est autre chose encore. C'est autre chose chez vous, hein, ce Oui, oui, sont des oui. fruits secs, enrobés de sucre. Mais, Oui, oui. je vais prendre encore un autre exemple. Tout ce qui est, des chocolats, des biscuits fourrés qu'on donne également aux enfants, ce ne sont pas non plus des bonbons, ce sont, je dirais, ce ne sont même pas vraiment des sucreries, ce sont des biscuits, on va dire, un peu particuliers qu'on va leur donner. Je prends un exemple, hein, le Choco Prince, parce que bon, tout le monde le connaît, de chez Lu, qui n'est pas au départ de chez Lu, hein. Il faut quand même savoir que Mmh. le Choco Prince, c'est un biscuit belge qui a été racheté par Lu, hein. Mmh. Euh, et on l'appelle le Choco Prince parce qu'il a été créé à l'intention du roi Léopold II, qui régnait au début du XXe siècle, hein. Ça, c'est son histoire, hein, le Oui, Choco oui. Prince. Mmh mh. Enfin bon, maintenant que la France l'a adopté, hein, le prince de Lu, tout le monde croit que c'est un biscuit français, mais pas du tout, hein, ils viennent chez nous. Bon, donc ce sont des biscuits qu'on donnait également aux enfants, pas seulement à la Saint-Nicolas, mais entre autres à la Saint-Nicolas. Et puis vous avez encore quelque chose que vous connaissez bien. Ce n'est pas un bonbon, mais ça se mange comme un bonbon, parce qu'il n'y a pas d'autre solution d'un point de vue technique. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Vous en avez Mmh. acheté, vous savez ce que c'est. J'ai acheté tellement de choses. Et on Oui. donne ça aux enfants. Ben, c'est la Heu, couque de Dinan, hein. ah bah oui! La couque de Dinan, Ah ce n'est oui. pas un biscuit, mais c'est quand Ah je même presque un biscuit, hein. Ce n'est oui, pas une c'est pâtisserie,
C'est plus un Bon, biscuit qu'un c'est bonbon, plus hein? un biscuit qu'un bonbon, mais par contre, Oui, vous êtes obligé de le manger comme un bonbon parce que absolument, absolument. il est Sinon impossible de mordre dedans. Vous devez oui, casser oui, un morceau on casse de les taille dents. raisonnable, le mettre en bouche et puis le sucer, l'humidifier, le mâchonner. Alors il va finir par fondre et puis, ben, vous le sucez comme un bonbon. Mais Oui. n'essayez pas de manger la couque de Dinan comme si vous mangiez un spéculoos ou une galette ou une gaufre, hein, c'est Oui, impossible. j'étais d'ailleurs très surpris de cette chose-là. Tout à fait. Alors, on va un petit peu voir maintenant qui consomme finalement du sucre, parce qu'on a parlé du sucre la dernière fois, hein, Oui, je vais rappeler un peu ce que c'est que le sucre. Le sucre, c'est le nom générique qu'on donne au saccharose. Le saccharose est donc un produit sucré fait de deux molécules, une de glucose et une de fructose. Alors, on peut produire du sucre à partir essentiellement de canne à sucre ou bien de betteraves sucrières. Alors, en Europe, évidemment, pour des raisons climatiques, on va plutôt produire le sucre avec de la betterave sucrière, oui, donc oui. j'expliquais un petit peu l'extraction. Et puis, dans les autres pays du monde, on va produire le sucre à partir de la fameuse canne à sucre, le Mmh. roseau sucré qu'on utilisait déjà avant notre ère en vue de produire du sucre. Alors, le premier pays à consommer du sucre, je vais vous donner les poids en grammes et par jour, ce sont les États-Unis. On s'en serait un peu douté. Oui, Et aux États-Unis, la population consomme, d'après les chiffres que j'ai, 126 grammes, je vous fais grâce des décigrammes, hein, oui, oui. consomme 126 grammes de sucre par jour et par personne en moyenne. Bon, Waouh! waouh! Quand on sait que, par exemple, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande une consommation de 60 à 70 grammes maximum par jour et par personne, tout en sachant que 126 grammes en moyenne, ça comprend les bébés qui viennent de naître et qui n'en consomment pas du tout, puisqu'ils sont Oui, encore à boire du lait, les oui, personnes qui sont au régime, les personnes qui sont à l'article de la mort et qui ne mangent plus de bonbons, et tous ceux qui doivent faire attention parce qu'ils ont le diabète. Donc, vous voyez que 126 grammes, c'est une moyenne, mais que certains vont certainement mmh, taper dans les 200 grammes, hein. bien sûr. Alors, si on analyse un petit peu à quoi les Américains peuvent, disons, devoir cette consommation de sucre, ben, il faut dire qu'il y a du sucre dans tout aux États-Unis, hein. Oui, Les Américains mangent extrêmement sucré, et à commencer par leur boisson, je mets au pluriel, de prédilection, que sont les sodas, hein. oui, Alors que ce soit les colas, je ne vais pas donner de marque, mais les colas, je dirais sucrés au saccharose traditionnel, que ce soit les autres limonades, que ce soit les thés glacés, que ce soit les jus de fruits, les Américains boivent énormément ce genre de choses. Les Américains sont également de très gros consommateurs de crème glacée. mmh, Il faut le savoir, c'est le premier pays qui consomme en quantité et en volume des crèmes glacées au monde. C'est faramineux. Et les crèmes glacées sont faites avec du sucre. Il existe des crèmes glacées sans sucre, mais le sucre est un ingrédient qui, d'un point de vue technique, a des avantages. C'est qu'il empêche la cristallisation et il donne des crèmes glacées onctueuses. Donc, il y a du sucre dans les glaces. Les Américains en mangent beaucoup. Vous avez également le ketchup. Il ah faut oui, reconnaître que le ketchup contient du sucre, contient également du glucose et que ce sucre fait partie des 126 grammes, je dirais, de la consommation moyenne. Les Américains ont même essayé, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, de faire passer le ketchup comme étant un légume. mmh, Parce que bon, mmh, il y mmh. a, oui, 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 il y a donc l'injonction de consommer 5 fruits et légumes par jour, tout Ouais, en sachant que cette injonction au départ, ce n'était pas 5, c'était 10. Mais qu'en y réfléchissant, ils se sont dit, si on propose aux gens de consommer 10 fruits et légumes par jour en moyenne, on n'y arrivera pas. On oui, va n'en proposer que 5. Bon. ouais. Et quand on en a proposé 5, les Américains ont dit, oui, mais le ketchup, c'est quand même un légume, finalement, c'est de la tomate, ça, Oui, il hein. y a de la oui, c'est Il de y a la de la tomate, tomate. oui, Bon. oui, Donc, là-dessus, l'Organisation mondiale de la santé a refusé en disant, non, non, pour nous, un fruit ou un légume, ce n'est pas une sauce, je dirais, comme le ketchup, qui est tellement riche en glucose et en sucre, donc ça s'applique absolument. pas, Oui, hein. oui. Alors, en plus, les Américains ont la tendance à consommer, indépendamment de leur cola et indépendamment de leur ketchup, toute une série de produits sucrés où là, nous ne les consommons pas. Je vais prendre un exemple. Je suis allé aux États-Unis. J'y suis resté 2 semaines. Et chaque fois, dans l'organisation du voyage, le petit déjeuner euh, changeait chaque jour. Et je me rappelle qu'un jour, la guide qui était belge nous avait dit, ah ben voilà, aujourd'hui, vous allez avoir au petit déjeuner, parce qu'ils ont voulu nous faire plaisir, des gaufres belges pour déjeuner. Bon, il viendrait en principe à l'idée à personne en Belgique de manger des gaufres et rien que des gaufres au petit déjeuner. On va peut-être les prendre au niveau d'un dessert, au niveau d'un 4 heures, d'un goûter, mais au petit déjeuner, bon,
Non. C'est non, voilà, hein, Oui, genre des gaufres de Liège, c'est délicieux, hein, mais oui. des gaufres de Liège caramélisées avec du sucre, voilà, au petit déjeuner, bon, voilà. Mmh. Un autre jour, c'était des pancakes avec, du bacon frit arrosé de sirop d'érable. Je n'ai pas dit que l'association de ces 3 produits-là était mauvaise. C'est Mmh. surprenant, c'est très bon, mais bon sang de bonsoir, il y a du sucre dans les pancakes, il y a du sucre dans le sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on a envie de manger une tranche de pain gris, un Oui. bon pain d'épeautre avec un bout de fromage et un peu de jambon le matin. Donc vous voyez, Oui. les Américains consomment du sucre, mais vraiment, dans tout et à toutes les occasions. Mmh. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils soient les leaders, les premiers, je dirais, au niveau de la consommation de sucre. Et puis vous trouvez les Allemands après ça. Ah Les oui. Allemands qui, eux, sont à 103 grammes. Alors les Allemands, eux, pour vous donner un petit peu, je connais un peu l'Allemagne quand même, pour y être allé quand même pas mal de fois au Oui. niveau Mmh. vacances. Mmh. Bon, ils adorent, bon, d'abord, un des plus gros fabricants de bonbons au niveau mondial et en Europe certainement, c'est Haribo, qui est une firme allemande, hein. Absolument. Donc, ils ont déjà, je dirais, sur place, je dirais, le diable tentant, dans leur mur. Donc, il y a donc, une consommation de bonbons qui est assez intéressante en Allemagne. Mais alors, ils consomment également pas mal de choses un peu comme les Américains, finalement. Des sauces sucrées, entre autres avec une je reparlerai peut-être bien un jour de ce sujet. Au niveau de la sauce, heu, ils ont mis au point des saucisses au curry. Alors, c'est servi avec une sauce, genre ketchup, mais extrêmement sucrée. Donc ils en consomment quasiment, je crois que c'est 3 fois par mois en moyenne par Allemand, hein, déjà. Ce sont des repas de cantine, ce sont des repas qu'on prend sur le pouce, dans des commerces ambulants. Ça, c'est une chose. Et puis ils ont les fameuses pâtisseries, et les Allemands font très très bien les pâtisseries, il faut le reconnaître, qui sont généralement sucrées, qui sont plutôt plus sucrées que la moyenne des pâtisseries en France et en Belgique, avec le paradoxe suivant. Quand on va en Allemagne, on dit toujours, c'est quand même un peu fou, il y a du sucre dans la mayonnaise. La mayonnaise chez eux est une sauce qui est sucrée, hein, relativement adoucie par du sucre. Et puis, quand Aïe, vous aïe, prenez aïe. une pâtisserie dans un salon de thé, on vous propose, imaginons une belle portion de pâtisserie avec des fruits, on va vous proposer, on va vous demander si vous voulez de la chantilly. Bon, bah, vous répondez que oui. Et là, on vous met, je dirais, à la bombe de la chantilly en quantité impressionnante, et elle n'est pas sucrée. Mmh. Alors vous allez dire: «Oui, mais, peut-être qu'elle ne l'est pas pour compenser le dessert». Mais non, je trouve que quelquefois, il faudrait mieux ne mettre que 50 grammes de sucre au litre de chantilly, quitte à mettre un peu moins de sucre dans le dessert, mais avoir Oui. quelque chose qui flatte un peu plus nos palais. Donc ça, c'est le Mmh. paradoxe allemand. Ils mangent globalement très sucré, et je crois que ce sont de gros mangeurs de bonbons, hein. Et Mmh. puis un autre pays, où on mange pas mal de sucre par les bonbons essentiellement, ce sont les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ce sont nos voisins du Nord. Les Pays-Bas, je suis déjà allé, aux Pays-Bas à plusieurs reprises. Ils ont des magasins de bonbons qui sont formidables. Il y a certains endroits, il y a des bonbons qu'on ne trouve pas, je dirais, chez nous en Belgique, et qui sont des bonbons à l'ancienne, des bonbons je vais vous citer entre autres le sifflet. Alors, quand j'étais gosse, on trouvait des sifflets en caramel, Ouais. donc en caramel dur, qui étaient de véritables sifflets dans lesquels vous souffliez. Il y avait une petite bille dedans qui tournait, hein, et vous pouviez siffler dans le sifflet en question, qui était fait en bonbons, et vous mangiez le sifflet quand vous aviez soufflé dedans et que vous aviez déjà un petit peu fait fondre le sifflet. Alors, pour vous dire à quel point les Néerlandais, adorent les bonbons, ils ont inventé un mot qui n'existe pas en français, et ce mot, c'est snoepen, c'est un verbe. Donc snoepen, c'est à l'infinitif, et si je dis ik snoep, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vouloir dire? C'est ils mangent des bonbons. Eh ben voilà. Voilà. Snoepen veut dire manger des bonbons. Donc il faut Ouais. 4 mots en français pour le dire. Oui. En néerlandais, ils ont un verbe qui veut dire manger des bonbons. Et il n'y a pas besoin de dire ik snoep, je ne sais pas quoi. Non, Mmh mh. ik snoep, ça veut dire je mange des bonbons. Voilà. Mmh. Mmh. Donc ça, Mmh. ce sont les Hollandais. Donc ils mangent énormément de bonbons. Je pense que c'est de là que vient leur consommation de sucre. Alors peut-être aussi que le fait d'avoir eu comme colonie les Indes néerlandaises, où vraisemblablement on est à cultiver de la canne à sucre, a peut-être aussi fait qu'à Oui. un moment donné, Oui. en plus, bon, les terres, hollandaises permettent la culture de la betterave, hein, donc n'oublions Mmh. pas, ils Mmh. avaient à la fois, je dirais, leur colonie qui leur permettait d'avoir du sucre, mais également leurs propres terres à eux, qui sont des terres très riches.
Et puis après, en quatrième position, nous trouvons l'Irlande. Là, nous passons juste en dessous de la barre des 100 grammes avec 96 grammes. Je suis un petit peu allé voir ce qui permettait aux Irlandais d'avoir, je dirais, cette place finalement un peu enviable malgré tout. Oui. Et je me suis rendu compte que dans les sucreries qu'il y avait au pays vert qu'est l'Irlande, il y avait pas mal de choses qui sont un peu, disons, à la mode anglaise et à la mode américaine malgré tout. Alors on ne sait pas si ce sont les Américains qui ont adopté des produits d'origine irlandaise ou bien un juste retour des choses inverses. Il y a les Fujets en Irlande, qui sont pas mal. Ce sont des bonbons, des sucreries qui sont réalisés avec beaucoup de crème, du sucre, du beurre, mais surtout pas mal de sucre. Ce sont des bonbons assez fondants, hein, qui se Mhm. mangent très très rapidement. Ce sont des bonbons qui sont peu résistants à la dégustation, donc vous mordez dedans et puis après 30 secondes, une minute, c'est pas comme un caramel dur, c'est vraiment très tendre. Donc il est liquéfié et puis vous l'avalez, donc vous en prenez un, puis un deuxième, puis un troisième. Ils font également des truffes, pas mal de truffes, entre autres même des truffes à la Guinness, mais ils adorent les truffes au chocolat et des choses pareilles. Donc peut-être est-ce à cela qu'ils doivent leur consommation, c'est possible. D'accord, Ensuite, mais vous avez l'Autriche avec 95 grammes. Alors l'Autriche, à mon avis, c'est un peu comme l'Allemagne, hein. Donc ça veut dire des desserts, le fameux café viennois, le hmm. chocolat chaud qui est extrêmement riche en sucre, chantilly, etc. Et puis, bah, arrive la Belgique, évidemment, avec 95 grammes tout rond. La Belgique est un pays de mangeurs de bonbons et de sucreries. Quand vous êtes venu à Bruxelles, vous vous êtes rendu compte, dans le centre-ville, on ne sait pas faire 15 mètres, sont tombés sur une Ah boutique de oui, bonbons et de ah oui, sucreries, hein. absolument. Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est surtout aller, je dirais, là pour appâter les touristes et que c'est surtout pour eux que c'est fait. Mais enfin, naturellement, le Belge est un bec sucré. On Hmm. adore les bonbons, on adore la pâtisserie. On a vraiment le sucre dans le sang. Le diabète, d'ailleurs, est assez, assez endémique en Belgique, malgré tout. Oui, oui, oui. Et il va faire que progresser. Hmm. Nous adorons, je dirais, les sucreries. Que ce soit, nous avons presque la double peine, hein. Nous adorons la pâtisserie, et notre pâtisserie préférée dans les pâtisseries basiques, c'est ce qu'on appelle la tarte au sucre. Alors, est-ce que vous aviez eu l'occasion de manger de la tarte au sucre? Je pense que Oui, oui. c'est redoutable. C'est redoutablement bon, évidemment, mais c'est surtout très Oui. sucré. Bon, mais par contre, c'est vrai que c'est redoutablement bon. Hmm. Ça, c'est la tarte au sucre. Alors, vous avez le merveilleux qui est fait avec des coquilles de meringue et de chantilly, Hmm. qui est vraiment le petit gâteau, je dirais, d'origine belge que les Français se sont de nouveau appropriés. Il y a eu une émission qui était consacrée que j'ai vue sur Internet, à un monsieur, un pâtissier lillois, qui a créé toute une série de boutiques, même à Bruxelles d'ailleurs, hein, Mhm. et à Lille, bien entendu, dont il est originaire, hein, ainsi que dans le monde entier, aux États-Unis, à Tokyo, etc. En faisant passer ce dessert pour un dessert français, ce qui n'est pas le cas. Le merveilleux est un dessert d'origine belge, mais qui est très sucré, qui est très riche, hein. La chantilly elle-même est sucrée et la meringue elle-même contient 2 fois plus de sucre en poids que les blancs d'œufs. Donc forcément, Aïe, aïe, nous aïe, avons à la aïe, fois, aïe, aïe, aïe. oui, mais Deux c'est très fois bon, plus hein. que le blanc. 2 fois, Waouh. oui, la meringue française, c'est 2 fois plus. Meringue italienne aussi et meringue suisse aussi. C'est toujours Aïe, 2 fois aïe. le poids du sucre par rapport au Mon poids du blanc. Dieu. Donc, je dirais que nous avons la triple peine. Nous aimons bien, d'une part, les pâtisseries sucrées, nous aimons bien, d'autre part, les bonbons, et nous aimons bien le chocolat. Alors bon, quand on met tout ça ensemble, ça fait quand même des dégâts, hein. Oui. Alors après ça, vous avez le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, lui, il est à peine en dessous de la Belgique. C'est 93 grammes de sucre par jour et par personne en moyenne. Alors au Royaume-Uni, ben, il y a les fameux bonbons anglais, hein. N'oublions pas, hein. Les bonbons anglais, ce sont des bonbons un peu spéciaux, qui sont un genre sont essentiellement des bonbons à la réglisse d'ailleurs. Ah Des oui. bonbons à la réglisse et à l'anis, qui sont souvent faits de couches, je dirais, collées ensemble de différentes couleurs. Ça, ce sont les bonbons anglais, mais il n'y a pas que ça. Ils ont également des bonbons genre pastilles et genre anis Flavigny, hein, ils font ce genre Ah oui. de bonbons. Et puis alors, nous allons quitter l'Europe momentanément pour retourner au Mexique. Alors, le Mexique, bon, je ne sais pas trop quelles sont les pâtisseries et les choses qui sont relatives au Mexique. Je sais que les Mexicains euh, sont extrêmement férus de Coca-Cola
de limonade en provenance des États-Unis. Ils ont vraiment une tendance à copier les États-Unis par la proximité, je dirais, culturelle et géographique. Oui. Et je pense que la grosse consommation de sucre des Mexicains est entre autres due, j'ai vu une émission qui parlait de ça, entre autres due aux limonades et aux sodas. Alors après ça, on arrive à la Finlande, hein, autre pays du Nord qui aime bien le sucre également, avec 91 grammes de sucre par jour et par personne. Et puis nous avons le Canada, qui est juste en dessous des 90 grammes à 89 grammes de sucre, et qui, à mon avis, est un peu le reflet des États-Unis en moins grave, si on peut dire. Mmh. Mmh. Alors on peut se rendre compte quand on analyse ce tableau, en fait, c'est que si on accepte les États-Unis, on va dire que les premiers pays d'Europe sont des pays germaniques, hein. Oui. Regardez, vous avez l'Allemagne, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Irlande, vous avez l'Autriche, vous avez la Belgique qui est un peu entre les deux, qui est un peu germanique quand même malgré tout, et puis vous avez le Royaume-Uni. Et vous Mmh. n'avez aucun pays, la France n'est pas dans les 10 premiers, Oui. l'Espagne non plus, le Portugal non plus, la Grèce non plus, hein. Mmh. Donc vous Mmh. voyez que ce sont essentiellement les pays, je dirais les pays germaniques et peut-être même des pays qu'on va qualifier d'un petit peu froids. Comme si le sucre à un moment donné avait toujours heu, cette, heu, cette aura de dire: «Il fait froid, il faut manger du sucre», tout simplement. Oui. Oui. Voilà. Mmh. Alors, quand on voit maintenant d'autres pays, un pays qui consomme très, très peu de sucre, hein, l'Inde. Or, l'Inde pourrait très bien, je dirais avec, le climat, cultiver de la canne à sucre et produire énormément de sucre et de bonbons. Mmh. L'Inde consomme en moyenne 5 grammes de sucre par personne et par jour. Ah oui. Ah oui, c'est vous dire, hein. Mmh. Alors en Chine, c'est 16 grammes, en Indonésie, c'est 15 grammes. Et en Israël, qui est un pays évidemment qui est plutôt aride, mais bon, on pourrait très bien y cultiver, de la canne à sucre ou bien importer du sucre, on n'est qu'à 14 grammes et demi par jour et par personne, Mmh vous mh. voyez? Mmh. D'accord. Donc voilà. Alors il y a un autre pays qui pourrait nous interpeller, ce n'est pas vraiment un pays d'Europe, quoique il a un pied en Europe, c'est la Turquie. Alors la Turquie arrive au 37e rang mondial avec 35 grammes de sucre par jour et par personne, en se disant qu'en Turquie, il y a vraisemblablement les loukoums qui doivent jouer Ah là-dedans, oui. hein, ça c'est clair. Et d'autre part, mais les loukoums font partie à base de miel, mais dans le miel, il y a du sucre évidemment. Et Oui. alors vous avez toutes les pâtisseries, disons dites orientales, hein, Ah qui bah une fois oui, qu'elles oui, ont hein. été réalisées sont remises dans du miel bouillant, voilà, pour bien s'imprégner de miel et Oui, oui, cetera. les Mais cornes de enfin, ils sont quand même qu'à gazelle. 35 grammes, hein, donc voilà. Ah oui, quand Et même. alors, les chiffres, disons, de l'OMS, je disais 60-70 grammes, c'est même plutôt 50 grammes par jour Mmh. Mmh. qu'il faudrait, disons, consommer. Alors, Mmh. il y a un duo explosif dans la malbouffe, hein, c'est le sucre et la graisse, évidemment. Oui. Ah oui, alors là, Ouais. ça fait mauvais ménage et je vais vous expliquer simplement pourquoi et comment ça fait mauvais ménage. Lorsqu'on assimile nos aliments, il y a un ordre dans la digestion. Est-ce que vous savez quel est l'ordre du type de molécule qu'on digère en premier lieu, qu'on va utiliser en premier lieu? Je ne sais pas du tout. Eh bien, c'est l'alcool. Ah oui? Lorsqu'on prend un repas et qu'on prend un apéritif, par exemple, ou bien qu'on boit du vin ou de la bière pendant le repas, ou bien qu'on prend un pouce-café, le corps va d'abord utiliser l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a envie de se débarrasser en premier lieu, si je peux dire, hein. Mmh Donc il mh. va d'abord brûler l'alcool. Mais indépendamment de ça, notre corps utilise le sucre sous forme de glucose, c'est une des 2 molécules du saccharose, d'une part. Quand vous consommez à la fois des produits sucrés associés à de la matière grasse, le corps va d'abord utiliser les sucres, Oui. puisqu'il les utilise sous forme de glucose, donc il se sert de ce qui est prêt à l'emploi, si je peux dire, hein. Mmh. Mmh. Et ce n'est qu'en cas de nécessité qu'il va utiliser la matière grasse. Pourquoi? Parce que d'abord le corps utilise le glucose, je viens de le dire, et puis pendant 2-3 jours, s'il est privé de glucose en alimentation directe, il va aller chercher du sucre dans les muscles et dans le foie, un sucre qu'on appelle du glycogène. Donc quand vous avez des gens qui font régime et qui disent, après un jour ou 2: «Oh, j'ai déjà perdu 2 kilos, j'ai déjà perdu 3 kilos», ils sont en train de se leurrer. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de prendre le sucre qu'ils ont en réserve dans leur corps. Mmh. Le corps n'a pas encore attaqué la moindre molécule de graisse à ce moment-là. Mmh. Et ça veut dire que si vous mangez à la fois dans un repas et du sucre et pas mal de graisse, le corps utilisant d'abord le sucre pour, sa survie, ne va pas prendre la graisse et la graisse, qu'est-ce qu'elle fait, Claude? Elle se stocke.
elle se stocke. Donc voilà, quand on mange à la fois sucré et gras, eh bien c'est passeport pour l'enfer, je dirais diététique. Vous cumulez vraiment les 2 problèmes et devinez, maintenant on va faire un petit peu d'analyse des pays pour savoir qui mange de la graisse. Quel est le premier pays qui, d'après vous, mange de la graisse en quantité? Avec 95 grammes par jour et par personne? Ben, je pense que dans les pays du Nord, on doit Ah trouver ah, la réponse, non? on pourrait, non, non, c'est la Belgique, hein. Ah, c'est la... Oh! Ah oui, Guy, alors, quel est le champion du monde de la consommation de sucre? beh, sucre évidemment, on a fait le bilan, mais il y a aussi un démon qui s'associe au sucre, c'est la matière grasse, hein, donc ça, je viens donc d'en Oui, on, parler. on vient d'en parler. On vient d'en parler. Alors, il y a donc tout aussi, je dirais, établi une liste des plus grands consommateurs de graisse par jour et par personne. Et le premier pays, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, c'est la Belgique. C'est la Belgique qui Et- consomme 95 grammes de graisse par oui, c'est personne et ça, par c'était pas le jour. sucre, c'était la graisse. C'est fou ça, mais comment ça se fait? Alors, Parce comment ça que, se fait? Mais je pense tout d'abord que le Belge est un grand amateur de beurre, hein, ça c'est clair. oui, Contrairement à son voisin du Nord, les Pays-Bas, le Belge est un amateur de graisse sous forme de beurre. Il aime bien les desserts qui contiennent du beurre, il aime bien les desserts de type gâteau crème au beurre, gâteau moka, etc. hmm, Même si maintenant, faut reconnaître que on a un petit peu délaissé ce genre de dessert, plutôt salon de thé pour des desserts plus légers dans les Bavarois et compagnie. On aime bien évidemment les frites, hein. oui, Ça, les frites, bon, il y a des gens qui mangent des frites tous les jours, hein, faut savoir. non, c'est pas Si, vrai. si, 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 si. J'ai une grand-tante qui est décédée maintenant, mais qui a vécu jusqu'à 95 ans, qui a mangé des frites tous les jours de sa vie, une fois par jour le midi, hein, elle mangeait des frites tous les jours. Et Donc, ben, les frites, évidemment, c'est un produit qui est relativement riche en graisse, il faut quand même bien l'admettre. Et alors, si vous achetez des frites à la baraque à frites, ben, la plus prisée de tous les Belges, c'est la mayonnaise, évidemment. Hein, et quand c'est pas la mayonnaise, c'est ce qu'on appelle la sauce riche ou la sauce samouraï. Ce sont toutes hmm. des sauces à base de mayonnaise qui sont diversement garnies. Donc, moi, je n'en prends pas très souvent, mais ce sont des sauces qui sont grasses, hein, une mayonnaise. Alors, en Ah plus, oui, la Belgique avait une loi, je dirais, spécifique au niveau de la mayonnaise. C'est que, contrairement à la loi européenne qui avait un certain taux de matière grasse minimum, la Belgique était au-delà, parce qu'on aime bien des vraies mayonnaises. On n'aime pas les mayonnaises avec des féculents qui font l'épaisseur. On aime bien la vraie mayonnaise. Donc, il y a ça, hein. Alors, on aime bien les viandes grasses, on aime bien le porc aussi, hein. hmm. On aime bien les côtes au spiringue, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, ce sont des côtes d'échine, hein, Oui, l'échine, de ce l'échine, sont des oui, tranches d'échine. oui, Bon, oui. on aime bien. Il y a qu'une chose qu'on n'aime pas en règle générale, ce sont les viandes de bœuf grasses du style les viandes persillées. On est vraiment Ah oui, sur une alors ça viande très très c'est maigre. ça c'est Voilà. étonnant, C'est oui, étonnant, mais ça s'explique parce que nous avons une race qui s'appelle le blanc-bleu belge, oui. qui a été conçue pour être une race extrêmement maigre. Hmm. Donc vous avez de belles côtes à l'os, vous avez de beaux steaks qui sont d'un rouge vif et sans une molécule de graisse apparente, hein. Ah oui, parce que alors Donc c'est rigolo parce que nous justement oui, on vous aimez bien recherche ça. le Oui, persillé. tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors maintenant, il y a une mode qui veut qu'en Belgique, on copie un peu la France et qu'on importe non pas tant de la viande française du type limousine charolaise, mais on élève en Belgique des limousines, des charolaises Hmm. ou des blondes d'Aquitaine parce qu'elles ont un autre rendu de viande, elles ont un meilleur goût, elles ont un meilleur persillage. Hmm. Et Hmm. ce n'est pas, disons, l'habitude. Alors on aime bien tout ce qui est saucisse, on aime bien tout ce qui est boudin, on aime bien les boulettes, hein, les fameux boulets à la liégeoise. Oui, C'est ah quand bah même au oui. départ une viande hachée de porc avec un tout petit peu de veau ou un Oui. petit peu de bœuf. Mais on aime bien ce genre de produit. Il faut reconnaître que la Mhm. graisse, elle est aussi sous forme de graisse cachée dans les aliments qu'on mange, hein. D'accord, Euh, d'accord. Ce Ok. n'est pas toujours uniquement. Alors on aime bien des sauces au beurre, hein, une solmenière. Alors les asperges à la flamande qui est un des plats emblématiques de la cuisine, je dirais du printemps en Belgique. C'est quand même une sauce qui est faite avec du beurre et avec des œufs cuits durs écrasés, Ouais. hein. Donc, et alors bon, quand on fait cette sauce-là, je suis toujours un peu effaré quand je lis la recette sur Internet pour aller voir un peu comment on en parle, hein. On vous dit X grammes de beurre, mais je dis, mais c'est impossible de faire une sauce
correct par personne en mettant 25 ou 30 grammes de beurre par personne. C'est pas Oui, possible. Il oui. en faut 100 grammes pour faire une sauce correcte, quoi. Mais c'est vrai, hein, et 100 Mesdames, grammes, messieurs, ne prenez pas peur. non, non, mais 100 grammes, c'est la quantité, je dirais, qui est nécessaire pour faire une sauce en quantité suffisante avec de l'œuf dur écrasé. Vous ne savez pas faire une véritable Ouais. sauce à la flamande par personne avec 25 grammes de beurre, c'est impossible. Donc, la Belgique, c'est 95 grammes de matière grasse par jour et par personne. On Ouais, adore également la chantilly, hein. Ça, il faut ouais. reconnaître que la chantilly, on adore. Bon. Bon, Et puis après ça viennent les Allemands. Alors, il est connu, bon, les Allemands, c'est 86 grammes de graisse par jour et par personne. Il est connu que la cuisine allemande est une cuisine grasse. C'est ce qu'on dit généralement, oui, hein. oui, je suis C'est ce surpris. Oui. qu'on dit. Ouais. Alors, les Allemands, ils vont plutôt avoir, disons, leur graisse sous forme de plats roboratifs. C'est vrai Mm. que dans la véritable choucroute, on met du saindoux, c'est vrai qu'il y a du jambonneau, c'est vrai qu'un véritable jambonneau de pâte de porc, ce n'est pas un jambonneau dégraissé en principe. Mm. Ils Mm. adorent les saucisses industrielles. Or, il Mm. faut savoir que dans les saucisses de type saucisse de Francfort, par exemple, saucisse de Vienne, il y a pas mal de matières grasses. Les Allemands adorent aussi les pâtés. Mm. Donc, je pense, alors un bon pâté, il faut reconnaître qu'un bon pâté, c'est 50% de matière grasse sous forme de Oui, lard, hein. oui, Sinon, il n'est pas abs- moelleux, il est sec. absolument, Donc voilà. absolument. Ok. Les Allemands consomment pas mal de graisse. Ils adorent également la mayonnaise en Allemagne, hein. Mm. Et puis arrivent les Finlandais avec 80 grammes. Alors, je n'ai pas trop étudié la cuisine finlandaise. Je sais qu'ils consomment pas mal de fromage en Finlande. Ils adorent également la crème fraîche dans les pays du Nord de type Finlande, Mm. forcément. Donc, voilà. Ok. Les Pays-Bas arrivent avec 80 grammes aussi. Ben, Oui, eux, c'est quand même pas mal une consommation de fromage, hein, aux Pays-Bas, je pense, ouais. qui doit intervenir. Après, vous avez les Suédois qui sont aussi à 80 grammes. Alors, je vous les ai cités tous les trois les uns à la suite des autres. Il n'y a que des décigrammes qui les différencient pour Oui, l'autre, hein. oui, oui, oui. Et puis, il y a un pays alors là, auquel on ne s'attendrait absolument pas. Et là, je me demande quelle est un petit peu la raison, si ce n'est un mimétisme avec l'Occident, c'est l'Arabie saoudite avec 79 grammes. Donc, ils sont juste derrière, je dirais, les trois pays, Finlande, Pays-Bas, Suède, Alors, on peut pas dire qu'ils mangent du porc, eux, hein. et ils ne mangent pas de porc. Alors, je me demande s'il n'y a pas là, éventuellement, je dirais, comme le peuple saoudien est un peuple relativement aisé, on va dire, hein, Ouais, et qui copie quand même pas mal l'Occident au niveau alimentation, oui. s'il n'y a pas ce problème de sauce, je ne sais pas, de sauce Peut-être, oui, type ouais. mayonnaise, etc. Je ne sais pas. Je Mm. devrais un petit peu plonger dans des données qu'on ne trouve pas toujours facilement, mais Oui, si on a un qu'est-ce, auditeur de ce pays, oui, qu'est-ce qui qu'il nous explique que dise. l'Arabie saoudite consomme autant de graisse dans son alimentation? Alors Ouais. peut-être qu'elle intervient sous forme d'huile d'olive ou sous forme Oui, d'huile peut-être, oui. d'argan ou des choses comme ça, mais bon, voilà. Oui, oui, Et d'accord. puis vous avez un autre pays qui est aussi un pays méditerranéen, qui est l'Espagne, avec 78 grammes de graisse. L'Espagne, on pourrait considérer que là, c'est l'huile d'olive qui intervient quand même au Mm, niveau de l'Espagne, mm, mm. hein, parce que bon, l'Espagne Ouais, est un des plus gros pays producteurs d'huile d'olive au monde, si pas le premier, et l'huile est utilisée vraiment dans dans toutes les étapes de la réalisation de la cuisine, hein. ouais, Et ouais. alors, ils ont un dessert, bon, je ne sais pas, ils mangent peut-être pas ça tous les jours, mais ils en mangent quand même, parfois même au petit déjeuner. Ce sont les Mm. fameux churros, hein. Ah oui. Les Oh, churros, c'est qui une sont horreur. cette pâte faite en gros Oh d'eau et de là farine, là là. Oui, qui est frite dans de l'huile, hein, et alors qu'ils mangent trempé dans du chocolat, mais ils peuvent manger des churros aussi bien comme friandises l'après-midi en pleine rue, qu'en manger pour le goûter de 4 heures, qu'en manger au petit déjeuner. Donc oui. les churros, je ne sais pas si c'est le churros qui est responsable de cette consommation, mais il faut reconnaître que le churros est une véritable éponge à huile, hein. Ah oui, oui, oh là Et puis là. après ça, nous avons la Malaisie. Ben, la Malaisie avec 78 grammes de graisse par jour et par habitant. Alors on sait que la Malaisie est un pays où on a beaucoup cultivé cette fameuse huile de palme qui est tant Oui, décriée. oui. Alors est-ce que la Malaisie doit sa consommation de graisse à l'huile de palme? C'est une possibilité. Mm, Alors arrive finalement la France, hein, avec 74 grammes par jour et par personne. mm. Je pense qu'au niveau de la France, que c'est le fromage qui doit jouer, de Oui, même que les préparations de sauces, qui sont parfois aussi des sauces grasses, hein, des sauces des beurres blancs, des sauces montées au beurre, on utilise aussi beaucoup de beurre, hein, de quand même. l'huile, hein. Donc voilà, vous avez à la fois et le fromage et le beurre dans la cuisine Mm. qui doit intervenir. Maintenant,
75 grammes de graisse par jour et par personne, ça c'est vite atteint, hein. oui, Vous mangez un peu de foie gras, vous mangez une viande persillée, vous mangez un bout de fromage, vous êtes à vos 75 grammes sans aucun problème, hein. Il ne oui, 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 faut oui, pas non plus absolument. se... Oui, Et alors, pour expliquer ça, le 10e pays, pardon, ben, c'est la Suisse, hein. Alors, la ouais. Suisse, ben, c'est la raclette, la fondue, Mm, mm. le D'accord, fromage en général. Donc, voilà, ça ouais. s'explique. Dis-moi, Guy, si on revenait aux bonbons. Alors, si on revenait aux bonbons, eh bien, les bonbons, il y en a de plusieurs catégories. On va d'abord prendre les bonbons au sucre cuit. Alors, un bonbon au sucre cuit, qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon qui est réalisé avec du sucre, du glucose, de l'eau au départ, un arôme, un colorant. On met tout ça à cuire dans un chaudron, et ensuite, lorsque la température de plus de 160 degrés est atteinte, on va le verser sur un marbre et le travailler. Mm. Alors, ce bonbon au sucre cuit, nous l'aimons bien en Belgique, il n'y a pas de problème. Il existe dans plusieurs, je dirais, chez plusieurs firmes. Alors, les plus emblématiques sont les suivants. Vous avez la violette de Liège. Alors, la violette de Liège est un bonbon extrêmement ancien parce qu'il date de la fin du 19e siècle. Et alors, il est en forme de petite violette. Alors, on pourrait croire, ben, tiens, la violette, il n'y a pas de violette en Belgique, c'est Toulouse, etc. Ben oui. Eh oui, Et pourtant, la violette de Liège est un bonbon extrêmement ancien et qui doit son succès pour une raison toute simple, c'est que l'hôtel de ville de Liège est un bâtiment de style Renaissance Mozane et que ce bâtiment s'appelle la Violette. voilà. Donc, la confiserie qui a, je dirais, créé le bonbon à Liège, euh, a toujours rencontré un grand succès, au point qu'actuellement encore, d'après les informations que j'ai, toute personne, tout couple en tout cas, qui se marie à l'hôtel de ville de Liège, reçoit à l'issue de la cérémonie donc de mariage civil un sachet de bonbons de Violette de Liège comme cadeau. Alors, cette firme qui fabrique les violettes de Liège fabrique également un autre bonbon qu'on appelle des couilles de singe. Ah oui. Alors, les couilles de singe, qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon dur, en forme de petit œuf. Ça ressemble un peu au niveau de la taille à un tout petit œuf de pigeon. Mhm. Au départ, ce bonbon existe aux cerises et il est trempé à chaud dans du sucre et d'acide citrique. C'est un bonbon qui vous fait arracher le parquet avec vos dents tellement il est acide Ah oui. extérieurement. Et puis, quand vous le sucez, vous enlevez cette couche acide, le bonbon devient un bonbon au sucre cuit tout à fait traditionnel, Mm. tout à fait normal. Mhm. Alors, D'accord. ce bonbon existe, c'est la firme Gicopa qui le fabrique, comme les violettes d'ailleurs. Ce bonbon existait au départ uniquement en version cerise, et maintenant il existe en plusieurs versions. Une version citron, une version cola et une version toujours cerise, fruits rouges. Et on peut le trouver donc aussi bien uniquement cerise dans le paquet que euh, en version euh, en version mélangée. Mm. Alors il y a encore un autre bonbon qui ressemble un peu, qui est le Napoléon. Alors là, c'est un bonbon qui est originaire de la ville d'Anvers et qui date du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Alors vous allez me dire, mais bon, ce bonbon s'appelle Napoléon, alors pourquoi, pour qu'est-ce, hein, en Belgique? Ben, tout simplement pour la raison suivante, c'est que Napoléon était bien sûr empereur des Français, mais que à cette époque-là, les territoires d'actuelle Belgique et des Pays-Bas faisaient partie de l'Empire, et que Mm. Napoléon n'est pas plus étranger pour nous, je dirais, par rapport à notre pays qu'il ne pouvait l'être par rapport à un Breton. Parce que Mhm. Napoléon, il était corse au départ, donc Mm. je dirais qu'il soit empereur en Belgique ou bien empereur en Corse ou empereur en Alsace, bon, ou Oui. empereur en Rhénanie-Westphalie, là-bas, zone qui était également intégrée à l'Empire, ou en Mm. Italie, à Rome, bon, Napoléon était l'empereur. Deuxièmement, il avait fait d'Anvers, il a donc fait creuser deux grands bassins Anvers qui portent encore son nom, qui sont les bassins qui sont situés le plus près du centre-ville. Les bassins, donc, les bassins de Napoléon, qui ne sont plus guère utilisés actuellement pour la plaisance, mais qui à l'époque étaient utilisés pour le commerce. Oui. Et alors, il voulait faire d'Anvers un pistolet braqué au cœur de l'Angleterre. Hein, rappelez-vous Oui, la bien phrase sûr. célèbre. Oui. Donc, Napoléon est quand même quelqu'un qui a laissé son empreinte à Anvers. Et alors, d'autre part, chose assez surprenante, pourquoi s'est-il appelé Napoléon? Parce que le pâtissier qui a créé le bonbon voulait lui donner un nom majestueux.
Or, il existait une autre confiserie qui avait préparé un bonbon à base de chocolat et qui était appelé César. Donc, empereur pour empereur, il a cherché un petit peu, il aurait pu l'appeler Charles Quint peut-être, mais il a décidé de l'appeler Napoléon en disant, ben, il y aura le César qui est de mon concurrent et moi j'ai le Napoléon. Alors, le Napoléon, il se présente de la manière suivante. C'est un bonbon au sucre cuit avec un cœur fondant, un cœur moelleux. Alors, comment réalise-t-on ce genre de bonbon? On va cuire le sucre de manière tout à fait classique, aussi à plus de 160 degrés. On va le verser sur marbre pour le faire tempérer. Et puis, on va d'abord le passer dans une machine qui va en faire un ruban. Donc, il va en faire un ruban sur lequel on va venir couler avec une autre machine, avec une extrudeuse, la pâte centrale qui est blanche et qui est acidulée. Le bonbon extérieurement est jaune, un peu translucide, tandis que le cœur est mat. Lorsque le sucre défile avec donc sa composition externe et interne dans la machine, il va ensuite être pincé. Il va d'abord être relevé et vous allez avoir un cylindre dans lequel il va y avoir la partie blanche centrale qui est acide et la partie jaune extérieure qui est dure et qui, elle, n'est pas acide. Un Et t puis, vous avez une pince qui va fermer, qui va pincer le bonbon sous forme de sphère, hein, à une vitesse terrible, et ça vous fait des petites billes qui sont OK. parfaitement rondes, qui sont donc extérieurement solides et qui sont intérieurement tendres Comme et le citronnées. cuberdon qu'on voit Ah derrière. oui, mais ce n'est pas du tout la même fabrication. Non, Parce que dans un j'imagine, mais bonbon au sucre cuit, il n'y a pas de gomme arabique, hein. ah, bon, Ah oui, d'accord, non, non, ce sont des techniques tout à fait différentes. d'accord, Quand vous d'accord. faites le cuberdon, j'en reparlerai après, vous faites un sirop. Tandis Ouais, qu'ici, ce n'est pas le cas. d'accord. C'est donc un bonbon au sucre cuit qui est fourré à l'intérieur Mmh. et qui est Mmh. ensuite coupé, je dirais, en forme de boule. Alors, c'est un bonbon qui a toute une histoire. La fabrique de ce bonbon a déménagé à plusieurs reprises dans la banlieue anversoise, et puis elle est allée s'installer de l'autre côté de la frontière aux Pays-Bas. Donc c'est un bonbon qui maintenant se trouve donc en terre néerlandaise. Et là, chaque année, on développe toute une série de goûts nouveaux. Et maintenant, on trouve le bonbon non seulement au citron, mais on le trouve également en variété aux fruits, etc. C'est un Mmh. bonbon qui est extrêmement populaire chez nous. Alors, un D'accord. autre bonbon, ben, puisqu'on en parle, mais c'est parce que j'aurais bien voulu parler un peu des familles de bonbons, c'est le chocotoff. Ah, Alors, oui. le chocotoff, c'est un bonbon qui a été élaboré par la firme de chocolat Côte d'Or. Hein, Oui. c'est un chocolat qui est vraiment typique de la Belgique. Mon grand-père a travaillé chez Côte d'Or il y a des années, à une époque que les moins de, ouh là là, 70 ans ne peuvent pas connaître Ne peut pas certainement. C'était connaître. avant la guerre de 40-45 d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et alors, Chocotoff, enfin la chocolaterie Côte d'Or, était installée au sud de Bruxelles, près de la gare du Midi. Je me rappelle d'une époque où, quand il y avait fabrication, on sentait le chocolat dans tout le sud de la ville, hein. Mmh. Donc, ça se présente comment? Ça se présente sous forme d'une espèce de petit lingot rectangulaire avec un cœur en caramel, caramel au chocolat, qui est, on va dire, semi-dur. Et puis, vous avez le bonbon qui est trempé dans du chocolat noir et il existe une version qui est trempée dans du chocolat blanc. Alors, le chocotoff, d'après mon dentiste, et je le crois parce que je l'ai expérimenté, c'est le meilleur allié des dentistes. Vous mettez le bonbon en bouche, il est dur. Et puis, vous le mâchonnez un peu, il devient plus tendre, tout en ayant encore une certaine résistance. Par contre, si vous avez le malheur de ne pas le sucer et de vouloir le mordre, vous le coincez entre vos deux gencives, hein, entre vos deux dents supérieures et inférieures. Et si vous avez le malheur d'avoir un plombage à cet endroit-là, quand vous ouvrez légèrement la bouche, il vous aspire le plombage de manière extraordinaire. Le chocotoff est le bonbon, d'après les statistiques de mon dentiste, qui est capable de vous faire 2 ou 3 clients par semaine par son utilisation. Ah, elle est bonne, celle-là. C'est un bonbon extraordinaire au niveau du goût, qui est très très bon, mais Ouais, ouais. qui par contre a cet effet néfaste. Alors le chocotoff, il a connu des vicissitudes. À un moment donné, bon, Côte d'Or a été racheté par une firme américaine, bien entendu, hein, je crois que c'est Mondelez, et pour des raisons je dirais, de coût de revient de la main d'œuvre, on décide je dirais, de l'expatrier dans un pays de l'Est. Alors je ne sais plus si c'est la Pologne, si c'est la Lettonie, enfin peu importe. Il Ouais. y a eu une telle révolte en Belgique que le bonbon emblématique du pays allait déménager, qu'il y a eu un boycott et qu'ils sont revenus sur leur décision Ah et qu'on a ouais. gardé la fabrication du chocotoff à Halle, au sud de Bruxelles. Ah oui, Donc, oui. c'est dire à quel point parfois le consommateur peut
je dirais, faire changer les choses, hein. Absolument, absolument. Voilà. D'accord, Alors, OK. les bonbons au sucre cuit, ce sont des bonbons durs qu'on doit généralement sucer, ou qu'on peut éventuellement croquer, mais qu'il est déconseillé d'avaler tel quel. Et puis, vous avez des bonbons à la gomme. Alors, qui ne sont pas encore des gommes, c'est encore autre chose. Et le plus emblématique de ces bonbons-là, c'est le fameux cuberdon qui est en illustration derrière vous. Voilà. Alors, comment réalise-t-on des cuberdons? C'est un secret qui est bien gardé, mais je vais vous en dévoiler une partie, hein. Mmh. J'en ai déjà fabriqué aussi, donc je sais comment ça se passe. C'est un bonbon qui est coulé dans une empreinte. Alors, l'empreinte, elle est réalisée à partir de quoi? À partir d'amidon, amidon de pomme de terre ou amidon de maïs, donc de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs, qu'on va d'abord faire sécher dans un four doux pendant au moins 24 heures pour enlever un maximum d'humidité. Ensuite, on va tamiser cette fécule dans des bacs d'à peu près 5-6 centimètres de haut, dans des bacs rectangulaires, et on va avec une latte araser, je dirais, le niveau de la fécule pour avoir quelque chose sur un plan qui soit bien horizontal. Mmh. Après quoi, on va donc faire des empreintes avec des petits, je dirais, des petits cônes, hein, en métal Mmh. généralement. Hein, Mmh. on va faire des creux, hein, dans lequel va venir couler le fameux sirop. Alors, le sirop, qu'est-ce que c'est? C'est composé avec du sucre, avec du glucose, avec de l'eau, avec à la base de la gomme arabique, hein, qui est donc un exudat des acacias qu'on trouve en Afrique ou bien dans les pays arabes. Et on va donc couler ce sirop donc un peu épais, dans chacune des empreintes. On va venir recouvrir le tout avec de nouveau un peu de fécule. Et puis on va mettre je dirais le bac en étui, c'est-à-dire dans une pièce chauffée, pendant à peu près une semaine. Ah! Alors qu'est-ce qui va se passer? Le sirop va sécher en surface au Mmh. contact de l'amidon et il va former cette fameuse coque de protection tout en ayant toujours un cœur coulant. Alors c'est un bonbon qui voyage très très mal. C'est la raison pour laquelle il y a relativement peu d'exportation de ce bonbon-là. On l'achète en Belgique, on le consomme en Belgique. On peut évidemment rentrer chez soi avec, hein, mais c'est un bonbon qui est fragile et qui s'exporte relativement peu. Alors son arôme au départ, c'est de l'arôme sursaturé de framboise. Donc c'est ce qui donne le fameux goût cuberdon. Alors le cuberdon a tellement de succès qu'on l'a décliné sous toute une série de formes. On le décline sous forme de sirop pour mettre sur de la glace, on le décline sous forme de confiture, on fait des glaces et des soufflets glacés au cuberdon, et on va même retrouver le cuberdon dans des recettes salées, par exemple un magret de canard au cuberdon. Ah oui. Donc c'est dire que c'est vraiment quelque chose qui a eu qui a du succès. Il y a plusieurs firmes qui fabriquent le fameux cuberdon. Il serait originaire de la ville de Gand. Quand on arrive à Gand, qu'on n'a pas visité ensemble, et qu'on va sur la place près de la halle à la Chaire, qui est l'ancien abattoir de la ville de Gand au Moyen Âge, il y a deux charrettes à bras où on vend les cuberdons, et vous avez les deux firmes qui prétendent être à l'origine du cuberdon, et qui disent non, non, c'est moi l'authentique et c'est pas lui. Alors, il paraît que ça a valu des disputes homériques assez conséquentes d'ailleurs entre les deux firmes, l'une prétendant avoir raison sur l'autre. Alors, il y a les authentiques cuberdons d'une part et les authentiques cuberdons d'autre part. Alors, le cuberdon qui à la base ne se fabrique qu'avec de l'essence de framboise, maintenant se décline dans une quarantaine ou une cinquantaine de goûts différents. Vous Oui, avez des cuberdons à la pomme verte, au citron, oui, à l'anis, au gingembre, au melon, à l'ananas, aux fruits de la passion, enfin tout ce que vous voulez, oui, couleur oui, assortie bien oui, entendu. Alors, oui, autre remarque, le cuberdon est un bonbon qui continue à évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cœur qui est gélatineux et qui est liquide finit par devenir de plus en plus dur et la coque extérieure finit par devenir de plus en plus épaisse. Et quand le bonbon est entièrement séché, si je puis dire, mmh, il devient relativement désagréable à manger parce que il est extrêmement dur à croquer. Il est ouais, très difficile à croquer. Ça, mmh, c'est la caractéristique du cuberdon. Donc, il faut le manger frais. Alors, rien ne vaut un cuberdon qui a 12 heures ou 24 heures de séchage. oui, Bon, quand j'en faisais, je le faisais déguster après ce temps-là. Il est très difficile à manipuler parce qu'il est très fragile. Alors là, c'est un régal extraordinaire. Le cuberdon, c'est oui. vraiment D'où un d'où régal. d'où Alors, d'où d'où vient son nom? Voilà, ça c'est une voilà, bonne c'est question. tout à Quand fait. j'étais petit, on me disait, ça veut dire cul de bourdon. Bon, ce qui n'est absolument pas le cas.
il faut aller voir le nom en néerlandais, c'est Neuske, ce qui veut dire petit nez, Mmh. hein. Ah oui. Alors, parce que c'est pointu et que ça ressemble Mmh. un peu à un petit nez de Mmh. fantaisie pour un masque, etc. Mmh. Donc, c'est Mmh. Neuske. Et on l'appelle également chapeau de curé en français. Oui. Pourquoi? Parce que il ressemble un tout petit peu à une mitre d'évêque, hein, Oui, oui, une oui, espèce de oui, un pointe peu, rouge comme oui, ça. Ça, c'est absolument. le fameux Puberdon. Mmh. Alors, quels sont les autres bonbons qu'on avait quand on était gosse? On avait également des bonbons de la firme Lutti. Alors, Lutti, c'était un bonbon belge que les Français nous ont, pas dire volé, parce que ce serait pas bien de le dire, mais nous ont un peu accaparé, parce que maintenant l'usine se trouve dans le nord de la France. Il y avait une usine dans le Hainaut qui a brûlé en 2013. Il y avait une usine en France également. Et alors, on se demande, bon, l'usine en Belgique était la première, elle était un petit peu plus ancienne, et on se demande, on n'a jamais reconstruite, hein. Donc, on se demande si l'incendie était Ah, vraiment d'origine entièrement spontanée ou accidentelle. Bon, les mauvaises oui. langues disent que ça se faisait bien l'affaire finalement de la firme Lutti. Bon, on trouve toujours la firme Lutti en Belgique, bien entendu. Les bonbons sont évidemment commercialisés. Et ça reste toujours la première firme de bonbons belges au point de vue du volume des ventes, tout en étant plus située en Belgique, évidemment, hein. Mmh. Mais elle est toujours numéro un. Et je pense qu'elle est numéro 3 en France. Alors, D'accord. Lutti a créé un bonbon qu'on appelle l'arlequin. Alors, l'arlequin, ça ressemble un petit peu au niveau de la texture et de la forme aux fameuses bêtises de Cambrai. Ah C'est un oui. bonbon blanc opaque avec des traînées de couleurs qui justifient son nom d'arlequin. Donc, c'est Mmh. vraiment un bonbon très, très emblématique, mais ils avaient toute une série d'assortiments de caramels de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les goûts. C'était assez particulier. Alors, un autre bonbon qui avait énormément de succès, c'est un petit bonbon cubique à l'ananas qu'on qu'on retrouve avec beaucoup de difficultés maintenant. Je n'en ai plus vu vraiment. C'était des bonbons qui faisaient comme des petits cubes d'à peu près un centimètre, 12 millimètres de côté, vraiment parfumés à l'ananas, qui était jaune, hein, assez intéressant. Euh, les autres bonbons qu'on trouvait également, ce sont les fameux Belgas. Alors les Belgas, je ne vous les ai pas fait goûter. C'est la firme Joris de Bruxelles qui fabrique ces bonbons-là, qui existent toujours d'ailleurs, hein. Et Joris ne fabrique pas que des Belgas. Joris fabrique une quinzaine, une vingtaine de bonbons différents, dont je vous ai envoyé le lien. Mmh. Et il y a les Belgas, il y a les Cent. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire de ce fameux Belga. Le Belga, c'est un bonbon à la réglisse qui se présente sous forme d'une espèce de grosse pièce de monnaie de couleur noire. C'est un bonbon qui est réalisé avec de la gomme arabique, hein, et non pas de la gélatine. C'est un bonbon qui est dur. Quand il fait froid, il est même cassant. Vous pouvez même le casser en deux, en bouche ou bien à la main. Et quand vous le mettez en bouche, vous devez le mâchonner, le suçoter, et l'oreille ramollit. Par contre, c'est un bonbon qui est extrêmement dangereux. Il est vraiment très, très, très dangereux pour une raison toute simple. C'est que si vous l'avalez de travers, il reste coincé dans la bouche, dans Ah, la, c'est dans la embê gorge. ah oui. Ah oui, vraiment, parce qu'il a une forme ronde, c'est comme une pastille, mais comme ils ne font pas, je dirais, sauf si on le mâchonne, il reste coincé. Alors j'ai expérimenté la chose à deux reprises, une fois vers l'âge de 4-5 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier, hein. J'étais heureusement en présence de mes parents, donc papa m'a pris par les pieds, il m'a pendu en l'air, il m'a tapé dans le dos et le bonbon est sorti. Et puis ça m'est arrivé une autre fois vers l'âge de 7 ans, où là je crois que j'étais livré à moi-même. J'ai vraiment eu toutes les peines du monde à éructer de manière à faire sortir le bonbon. Donc c'est Mmh. vraiment un bonbon qui, je me demande d'ailleurs, hein, finalement, comment on le commercialise encore, parce que Oui, oui, je oui. il est vraiment, 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 vraiment très, très dangereux. Et je ne dois pas être le seul enfant à avoir Mmh. rencontré ce genre de problème. Par contre, son histoire est assez cocasse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'Union latine d'un point de vue commercial et monétaire. Oui. Alors, l'Union latine, je rappelle, c'était l'association de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie et ultérieurement en 1926 de la Grèce, qui avaient décidé que leur monnaie avait parité commune et était interchangeable, sauf la monnaie, mais bien les billets. Pour des raisons liées à la crise qui se profilait, la Belgique je dirais, a vu une dévaluation terrible de sa monnaie, vraiment catastrophique. Elle a fini par quitter l'Union latine à ce sujet-là.
Et comme la monnaie avait perdu, je pense, plus de 80% de sa valeur, elle a fait ce que De Gaulle a fait avec les anciens francs et les nouveaux francs, ben on décide de créer une nouvelle monnaie qui va avoir plus de, je dirais, plus de puissance. Ah Et oui. on crée le belga. Et le belga D'accord. valait 5 francs belges de l'époque. Mhm. Et c'est une monnaie qui, par contre, n'a jamais eu vraiment de succès. Les Belges ne l'aimaient pas, d'une part, hein, et d'autre part, elle n'avait pas vraiment de succès au niveau international. Et il est à noter que le belga a continué dans un point de vue de cours officiel jusqu'en 1947. Donc, c'est dire que c'est assez, allez, c'est assez long comme histoire malgré tout, hein. Oui. Donc, ce n'est qu'en 1945, en 47, pardon, que le belga a été aboli. Mais Mhm. on a toujours gardé des pièces de monnaie qui étaient faites en belga sous forme de bonbons. Et ils D'accord. existent encore toujours actuellement. Et ça, le belga est vraiment le bonbon qu'on donnait aux enfants au niveau de Saint-Nicolas. Ça, il n'y a pas de souci. Le belga faisait partie de l'assortiment. Alors, un autre bonbon qui est vraiment emblématique des fêtes de fin d'année, ce sont les guimauves. Alors, les Ah, guimauves en oui. Belgique, ce ne sont pas des guimauves comme il y a en France, hein. Je parle de guimauves ici sous forme de bonbons, qui sont également des bonbons coulés. Alors, Ah il en oui. existe de deux sortes. Il existe des guimauves sous forme de petites saintes vierges qu'on donne à Saint-Nicolas, qui existent en version blanche, en version rose et en version orangée. Alors, la version orangée, elle est parfumée à l'eau de fleur d'oranger, justement. Ah oui. C'est un bonbon qui se trouve encore actuellement, qui est extrêmement commun, extrêmement couru et qui a toujours beaucoup de succès. Et alors, un autre bonbon qu'on donnait à la fête de Saint-Nicolas, c'est ce qu'on appelait des sabots de Saint-Nicolas. Ce Hmm. sont des petites guimauves en forme de sabot qui sont de couleur beige foncé, hein, brun clair, dirons-nous, euh, parfumés à l'anis. Alors, ce sont des bonbons qui sont de plus en plus difficiles à trouver, je ne sais pas pourquoi, qui n'ont plus de succès alors qu'ils sont délicieux, qui sont tendres, qui sont agréables, qui se mangent sans aucun problème. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Il y a également les guimauves que nous appelons des lards. Alors, ce ne sont pas des guimauves comme on trouve en France dans les foires, hein. Vous avez en Oui. France dans les foires je dirais des aubettes spécialisées. Vous avez des machines qui tournent dans tous les sens Oui. avec une patte de guimauve qui passe d'un bras à l'autre. Enfin bon, Oui. ceux qui ont déjà vu ça, ça n'existe qu'en France d'ailleurs, hein, et qu'on met après sur un crochet comme un porte-manteau et qu'on découpe avec une paire de ciseaux et qu'on enroule Oui. sur un bâton. Oui. Donc ce ne sont pas des guimauves comme ça. Ça, c'est encore une autre patte d'un point de vue du sucre. Moi, je parle des guimauves qui sont faites à partir de gélatine extrudée et aérée ou bien de blanc d'œuf. Alors, les guimauves industrielles sont réalisées à base de gélatine uniquement et de sirop de sucre, tandis que les lards, je dirais, artisanaux sont réalisés à partir de blanc d'œuf. Ça Mhm. revient au même. On a une espèce de masse gélatineuse extrêmement aérée qui est généralement enrobée d'un mélange de sucre et de fécule qui la rend sèche. Et ça existe souvent en deux couleurs, une couleur blanche et une couleur rosée. Et ça s'appelle un lard pour cette raison-là, parce qu'il y a donc deux bandes, une rosée et une blanche. Mhm. Parfois, c'est même trempé dans le chocolat uniquement si elle est blanche. C'est de nouveau quelque chose qui est extrêmement prisé par les enfants et qui est d'ailleurs toujours donné, qu'on trouve d'ailleurs toujours dans les magasins. Alors, autre forme de bonbon qui est extrêmement prisée, ce sont les gommes. Alors, les gommes, là, Oui. vraiment, on en consomme. Nous sommes le pays qui consomme le plus de ce qu'on appelle des bonbons sûrs. Alors, un bonbon sûr, c'est un bonbon acide, hein, qui est d'ailleurs trempé par la suite dans un mélange de sucre et d'acide citrique. Alors vous avez les gommes dites parisiennes, qui sont des gommes tendres, qui sont généralement hémisphériques, qui sont parfumées au citron, à la fraise, à la framboise, à tout ce qu'on veut quasiment comme arôme artificiel, et qui se mâchent très très facilement. Et puis vous avez, je dirais, les bonbons qui sont aussi gélifiés à la gomme, mais très 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 durs, sous forme de petites languettes ou de petites pastilles, et qui sont également citriques et qui sont extrêmement acides. Et ce sont les préférés des enfants et même des adultes. Là, ce sont vraiment des bonbons qu'on Mhm. rencontre très très fort chez nous. Et alors, vous aviez également les pièces de monnaie en chocolat. Alors anciennement, Oui. c'était des francs, c'était des pièces en chocolat enrobées d'un papier aluminium un peu dur, soit doré, soit argenté.
Et maintenant, on réalise ces fameuses pièces en chocolat à l'effigie de l'euro, bien entendu. D'accord. Alors, Dis-moi, Guy, et je termine avec en vitesse la dernière, je les t'en petites prie. souris, hein. Oui. Les petites souris, ça c'est vraiment un bonbon à la gomme qui existe en version multicolore et multiparfumée, mais qui existe également en version noire à la nid, qui est vraiment encore un bonbon qu'on trouve partout au moment des fêtes de fin d'année. Oui, j'écoute. Oui, le chamallow, tu le mets où, celui-là? Et le chamallow, je vois pas trop ce que c'est comme ça parce que c'est un bonbon français qu'on Oui. trouve pas Ah, vraiment ah chez bon, nous. d'accord, d'accord. Donc Ok. j'essaie de me demander, tiens, à quoi il ressemble le chamallow. Je vais aller voir sur Internet parce que ce n'est pas un bonbon qui est populaire chez nous. Donc je vais Oui, tout de suite regarder. c'est un cylindre. Ça se présente sous forme de cylindre de 3-4 centimètres. Je vais Euh, tout de suite voilà. regarder si je le vois. Peut-être que je le connais, mais on ne l'appelle peut-être pas comme ça non plus. Oui, oui. Donc, alors il existe également quelque chose qui a énormément de succès au niveau des fêtes de fin d'année, ce sont les knick-knacks. Ah oui, Alors je ne sais pas si les knick-knacks existent en France, oui. mais ça, Mm. le knick-knack, bon, il existe sous forme de deux types, hein. Soit les lettres de l'alphabet, qui sont, disons, le biscuit le plus neutre, le plus simple. Et alors, il existe sous forme de petites étoiles, donc des petits biscuits ronds avec une pointe de glace royale de couleur parfumée, soit blanche, en principe Ouais. à la vanille, à Mm. jaune, à la fleur d'oranger, et puis il y a rosé, avec éventuellement un petit peu d'essence Mm. comment dirais-je moi, d'essence de framboise. D'accord. Maintenant, les knick-knacks, bon, ça ne coûte... Ah oui, je vois. Mais les chamallows, c'est ça, c'est du lard, hein. C'est de la guimauve, hein. Ah, c'est de la guimauve, Oui, tout d'accord. à fait. Oui, oui, non, je vois ce que c'est, ça existe chez nous. Ok. Euh, oui, tout à fait, hein. Alors, ces fameux chamallows, on peut les mettre sur un pic et puis les présenter au feu de bois Oui, voilà. et les faire griller. Oui, tout à fait. Oui, oui. La première fois que j'en ai mangé, c'était à Vincennes, près de Paris, Mhm. où des Américains, une famille d'origine américaine m'avait fait goûter du chamallow rôti sur la gazinière. Voilà. Non, mais on les trouve tout à fait en Belgique. Eh bien, ça, D'accord, justement, c'est une pâte à guimauve, en fait. d'accord, d'accord. C'est une guimauve. C'est une guimauve. C'est d'origine américaine, mais c'est une guimauve, je vais dire, réalisée avec donc de la gélatine et du sirop de sucre. On bat, et puis après, une fois que c'est refroidi, ici, on l'adresse en forme de cylindre, qu'on va ensuite couper en morceaux, et qu'on va ensuite enrober dans un mélange moitié sucre glace et moitié fécule de pommes de terre. Voilà, effectivement. Non, non, je connais ce bonbon-là sans aucun problème, mais euh, c'est vrai que chamallow, ça ne me disait rien dans un premier Oui, temps, mais je vois ce que d'accord. c'est tout à fait, y a pas de problème. D'accord. Alors, ce qu'on donnait également au niveau de la Saint-Nicolas, ce sont des paquets de cigarettes en chocolat, Oui, chose qui est tout à fait interdite maintenant. absolument. Et je me rappelle que les principales marques belges avaient leur version en chocolat. Il y avait les cigarettes Saint-Michel, il y avait les cigarettes Belga, entre autres, qui avaient ce genre de choses. Et puis, vous aviez les couques de Dinan, hein, les fameuses couques de Dinan, qu'on pouvait aussi donner à de Saint-Nicolas, qui se mangent comme des bonbons tout en étant plutôt des biscuits. Et alors, vous aviez également des chocolats qu'on appelait, je cherche le nom, ce sont des gaufrettes au caramel, qu'on appelait des chachas. Hmm. Alors, je pense que lui a repris, je ne suis pas sûr, mais je pense que lui a repris aussi le concept avec les fameux Choco Prince, qu'ils soient enrobés de chocolat ou pas. C'est vrai que c'est un bonbon qu'on donnait aux enfants et des confiseries qu'on donnait aux enfants au moment des fêtes de Saint-Nicolas, de même que les lacets, qui ne sont pas strictement belges, mais qui donc on trouvait facilement en Belgique, des lacets noirs à la réglisse, hein, Oui, donc ces espèces de fils enroulés sur lui-même, tout noir, oui, oui, oui. voilà. Ça, ce sont Oui. les bonbons qu'on avait au moment des fêtes de Saint-Nicolas. Il Oui. faut reconnaître que c'était de fameux souvenirs. Mhm. Bon, très bien. Avons-nous Oh, terminé? il y a encore moyen de parler énormément des bonbons, mais c'est vrai que j'ai brossé le portrait des principaux. Oui, 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 Si on voulait parler de tous les bonbons qu'on trouve, surtout oui. maintenant, depuis qu'on a quasiment tous les bonbons internationaux. Alors, il y a eu des modes dans les bonbons, hein. Ah, Dans les années 70, début 70, il y a eu un bonbon qui venait de France, qui était donc un sucre coulé dans des coquillages que vous appelez, je ne sais plus ah, comment. oui, je me rappelle. Oui, oui.
Et alors après, on absolument. a remplacé le coquillage naturel par un coquillage en plastique. Il est dans la chanson de Renaud, mais j'ai Oui, oublié le nom de ce bonbon. oui, je ne sais pas. Il Oui, dit pour qu'il vous nous, niquait les dents. Je ne sais plus comment ils appellent oui, ça. oui, 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 oui. c'est tout à fait ça, parce qu'avec les dents, on essayait de gratter, de gratter le bonbon. Oui, 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 tout à oui, fait. oui, je me rappelle de ça. Eh ben, merci beaucoup, Guy. Chers amis, j'espère que votre taux de sucre dans le sang a grimpé pendant l'écoute. Mais bonne nouvelle, Claude, maintenant, on trouve des bonbons sans sucre, hein, Sans avec un sucre, sucre oui, de oui. substitution. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même manger avec un gros désavantage. C'est que le produit de substitution a une fâcheuse tendance à donner la diarrhée. Ah, Donc, quand on n'est pas prudent et qu'on mange trop de bonbons dans sa voiture, on a intérêt à rentrer très très vite chez soi. On peut avoir de mauvaises surprises. bon, Quand on prend, comme quoi il y a pas que des avantages aux il n'y a bonbons pas que sans des sucre, hein. avantages. Bon, eh ben, Voilà, on va en rester là pour ce soir. exactement. Merci beaucoup, Guy. À bientôt, Claude. À très bientôt, chers amis. Bye bye.